Oui, bonsoir. Alors, SOS Méditerranée est venu devant vous nombreux pour vous parler donc de l'action que conduit notre association au large des côtes libyennes, qui est entre l'Italie donc et ce pays, et la route des migrations la plus dangereuse du monde, avec depuis l'année 2000 environ 40 000 morts sur cette route. Cette situation absolument épouvantable, nous la refusons. Nous sommes une association civile, citoyenne, européenne, qui a positionné un bateau, un navire, l'Aquarius, un gros navire puissant et capable d'affronter les mauvaises mers, sur cette route-là, et qui est donc en situation d'être requis dans le cadre des opérations de sauvetage qu'organisent les États riverains, notamment l'Italie, en l'occurrence l'Italie, pour faire face au naufrage. Donc l'Aquarius, depuis un peu plus d'un an qu'il est sur mission, a ramené en Italie plus de 18 000 personnes aujourd'hui dans le cadre d'opérations de secours de masse, puisque chaque fois ce sont des embarcations en péril qui transportent plus d'une centaine de personnes sur lesquelles nous intervenons. Marie Rajabla, qui est présente avec nous sur le festival aujourd'hui, a passé 2 mois à bord de ce bateau pour recueillir la parole des migrants. Marie, est-ce que tu peux nous dire dans quelles conditions s'est déroulé ton travail à bord du bateau? Dès que les personnes étaient secourues, qu'elles arrivaient à bord, je me présentais comme la raconteuse du bateau et donc prévenais les gens que ceux qui avaient envie de nous raconter leur histoire, on allait en faire un livre. Donc ils choisissaient de raconter ou pas le moment où ils voulaient. On parlait soit en anglais, soit en français, en arabe, mais je ne parle pas suffisamment l'arabe correctement pour suivre une conversation. En tout cas, il y avait du monde pour traduire. Voilà. Et donc, tous savaient qu'on allait écrire un livre et pour raconter leur histoire. Et ça, c'était important pour eux de savoir qu'on allait raconter leur histoire, leur périple sur mer, mais aussi sur terre. Alors Marie, tu vas être la première à lire un récit extrait de ton livre. Le récit que tu vas nous lire, c'est le récit de Firas. Et Firas, c'est un Syrien d'Alep que tu as rencontré pratiquement à l'arrivée du bateau dans le port italien, ça doit être Trapani, j'imagine. Et Firas s'est brusquement livré à toi sans que tu t'y attendes vraiment. Donc la parole donnée à Firas par la bouche de Marie. Nous étions au matin du débarquement et je m'étais installée en haut des escaliers du pont tribord, côté quai. Je ne faisais rien, juste j'étais là, peut-être une dernière fois vigie, pour répondre aux questions des passagers en attente de poser le pied en Europe. Ce matin-là, donc, celui que je gardais à l'œil depuis 2 jours, en apparence en vain, est venu délibérément s'installer à côté de moi en me souriant. Salam alaikum, Myriam. Myriam, c'est la traduction de mon nom en arabe, Marie. Je suis Firas. Il a commencé à parler comme si nous nous connaissions de longue date, en me montrant les bâtiments sur le quai de Pozzallo, ville sicilienne où nous allions débarquer les rescapés. C'est drôle, Marie. Tu vois, ces bâtiments-là sont exactement comme ceux que nous avons quittés en Libye. J'espère que derrière ces murs, ça sera différent là-bas. Puis, de but en blanc, il a ouvert son téléphone et m'a montré les photos de sa maison à Alep. Je devrais plutôt dire des ruines de sa maison, juste un parterre de cailloux et de poussière. Il m'a raconté des bribes d'histoire de sa famille avant de me confier ses craintes. J'ai un peu peur de la façon dont mon installation va se passer ici. C'est une nouvelle naissance, puisque j'ai tout perdu. On m'a prévenu que ce serait long avant d'avoir un droit de circuler en règle. J'ai peur de ne pas m'y faire. Tu sais, toi, combien de temps ça dure? Ma famille est à Londres. J'aimerais tellement être avec elle. Je pourrais mieux patienter. Je pourrais redevenir quelqu'un. Parce que pour le moment, je suis comme ma maison, une ruine.
Victor. Victor est bénévole au groupe de Montpellier. Et Victor va nous lire, va donner la parole plus exactement à Mohamed. Mohamed est un jeune Gambien. Il avait quitté son pays avec un rêve dans la tête, celui de devenir footballeur. Nous étions arrivés à Saba, en Libye, en plein affrontement entre deux groupes armés. Du coup, le chauffeur nous a plantés là et est parti se mettre à l'abri des tirs. On est tous partis en courant parce que ça tirait de partout. Puis tout à coup, un gars nous est tombé dessus. On n'a rien vu venir. Il nous a poussés dans une voiture. Un autre gars à l'intérieur nous a bandé les yeux et ils nous ont emmenés dans une espèce de cave. Il y avait un gars que les autres appelaient Walid, ça avait l'air d'être le chef. Il voulait 400 dinars pour nous laisser partir. Moi, je n'avais plus assez d'argent et personne pour m'envoyer quoi que ce soit. Alors je suis resté enfermé là pendant 3 jours, battu, sans manger autre chose qu'un bol de bouillie par jour. Je savais que si je voulais rester en vie, je n'avais pas d'autre choix que de m'échapper, même si je risquais de me faire tuer. Grâce à Dieu, j'ai réussi. Finalement, j'ai retrouvé un autre groupe pour voyager. On était 7. On a rencontré un gars qui nous a pris en voiture pour Sabrata, au nord de la Libye. Mais à l'arrivée, on a été kidnappés. Peut-être qu'on avait été revendus. Oui, il y a de fortes chances pour que ce soit ça. Là, il fallait qu'on donne 1000 dinars par personne. Comme je n'avais pas de quoi payer, je suis resté en prison. Les 6 autres aussi, mais ils ont réussi à réunir les fonds au bout de 2 semaines. Et quand ils ont voulu partir, les gardes leur ont tiré dessus. 5 sont morts tout de suite, le 6e le lendemain. Moi, je suis resté là 5 mois, pendant lesquels j'ai été torturé et battu. Je n'étais pas le seul, on était tous battus, blessés, insultés. J'ai fini par m'enfuir, mais les gars m'ont poursuivi dans la rue, et si j'ai pu leur échapper, c'est grâce à un Tunisien, Habib, un gars sympa qui m'a aidé et soutenu. J'ai travaillé pour lui, mais librement, pour compenser ce qu'il me donnait chaque jour et aussi pour m'occuper. De là, j'ai pu téléphoner à ma famille, et elle pouvait m'appeler aussi. Je suis resté 3 semaines chez Habib. Oh, il ne voulait pas que je parte. Il me disait que c'était dangereux. Mais un soir, mon petit frère m'a téléphoné pour me dire que ma mère venait de mourir. C'est là que j'ai décidé de partir. Plus rien ne me retenait. En perdant ma mère, j'ai tout perdu. Mon père était mort en 2003. Maintenant ma mère. Je n'ai personne d'autre. Pour le moment, plus rien n'a d'importance. Habib a trouvé une combine pour me faire partir par Garaboli. Après Victor, Agnès. Agnès coordonne le groupe de Montpellier. Et Agnès va nous lire le terrible naufrage de cette femme malienne qui se prénomme Zeynep. Elle a 19 ans. Elle a 19 ans. Et elle a 19 ans. Dès le départ, des gens ont dit qu'on ne pouvait pas partir avec ce canot parce que le moteur faisait un drôle de bruit et qu'il y avait de l'eau au fond. On les a battus et jetés dedans. On ne pouvait pas faire marche arrière. On est parti dans la nuit vers minuit ou 1h du matin. Il y avait beaucoup de vent. L'eau montait de plus en plus. Les gens dans le bateau avaient peur. Il y en avait qui criaient, d'autres qui appelaient Dieu. Des hommes disaient de ne pas bouger pour ne pas renverser le bateau. Ça a duré longtemps comme ça, peut-être 2 ou 3 heures, j'en sais rien. Puis les vagues sont devenues plus fortes et le canot a chaviré. La plupart ne savaient pas nager. Le canot était poussé par le vent. Les gens s'accrochaient les uns aux autres. Tout le monde criait. Le canot était de plus en plus loin. Je ne sais pas comment j'ai réussi à le rattraper. Je ne sais pas nager. Des hommes l'ont retourné et sont remontés dedans, mais empêchaient les autres de monter. Les 2 femmes que tu m'as montrées sur les photos tout à l'heure, elles avaient réussi à remonter dedans, mais les hommes les ont poussées dans l'eau. C'est pour ça qu'elles se sont noyées. Et quand j'ai réussi à m'accrocher aux cordes, ils me repoussaient aussi.
Alors le bateau de sauvetage est arrivé et ils ont lancé des gilets de sauvetage. Là aussi, les hommes ne voulaient pas qu'on les attrape. Alors je me suis accrochée au dos d'un garçon dans l'eau parce que lui, il avait un gilet et on est venu me chercher. Si tu as peur, tu meurs. Maintenant, je ne peux plus voir la mer. Difficile de sortir d'un témoignage comme celui-là. Erwan Folozou est responsable des opérations maritimes à SOS Méditerranée. C'est lui qui coordonne le travail à bord de l'Aquarius. Et Erwan va faire parler Moussa. Moussa avait un copain, et ce copain s'appelait Silla. C'était un peu le capitaine courageux, Silla. Et il est malheureusement pas arrivé au bout. Moussa est assis avec ses copains sur un des coffres du pont bâbord. Dans ces circonstances et dans ces conditions, 2 jours et 2 nuits suffisent pour que des liens se tissent. Viens, Ma. T'as dit que t'étais l'écrivaine du bateau. J'aurais que tu écrives l'histoire de mon ami Silla. Quand je pense à mon ami Silla, paix à son âme, c'est terrible ce qui lui est arrivé. Pendant toute la traversée, c'est lui qui m'a encouragé à ne jamais perdre l'espoir. Il me disait, pourquoi Allah nous aurait conduits jusqu'ici pour nous y abandonner, alors qu'il sait pourquoi nous sommes partis. Il sait que nous sommes partis pour aider nos familles à vivre mieux. Si nous mourons, c'est plein de vies qui sont mises en danger. Aie confiance, mon ami. Allah est grand, il faut supporter, on va y arriver. Moussa me décrit ensuite l'état des personnes assises autour de lui dans le bateau. Tous avaient faim, froid. La plupart souffraient du mal de mer, car la mer était grosse. Au fil des heures, certaines personnes ont commencé à flancher et à glisser au fond du bateau. L'ami de Moussa en faisait partie. Dans le bateau, j'avais mal au ventre, et lui aussi. Il avait avalé de l'eau et du gazole. Je l'ai tenu jusqu'au bout. Je ne voulais pas dormir pour ne pas le quitter, pour ne pas qu'il tombe complètement au fond du bateau. Moussa se tait un long moment, appuie sa tête contre la tôle du bateau. Je vois bien qu'il serre les dents, mais les larmes finissent par couler. Assis à côté de lui, Henri, son copain de galère, tourne la tête. Lui pleure aussi. Moussa reprend. Il m'a vomi dessus. Il m'a chié dessus. Je lui tenais la main parce qu'on avait peur. Et maintenant, il n'est plus là. Et moi, je suis vivant. Tu vois, la nuit dernière, je me suis réveillé en sursaut. Et je croyais qu'on était encore sur ce bateau. Ça bougeait sur le pont. Quand j'ai regardé autour de moi, ça m'a fait bizarre. Si je ferme les yeux, je vois mon ami. Mais si j'ai les yeux ouverts, je le vois aussi. Edith appartient au groupe de 7 bassins de taux. Et Edith, elle va nous parler de Selim, qui est un Guinéen de la Guinée-Conakry. C'est un jeune adolescent, comme il y en a beaucoup sur cette route de migration. Des jeunes adolescents sont à peu près 1/4 de l'effectif des réfugiés. Et lui, il voyage seul, comme beaucoup de ces jeunes adolescents. La parole à Selim. Je viens d'avoir 17 ans. Mes parents étaient trop pauvres et ne pouvaient pas nourrir toute la famille. J'ai 8 frères et sœurs. Comme j'étais l'aîné, ils m'ont envoyé dans la famille d'un ami à eux. Il avait un fils et nous étions bons copains. Son père travaillait dans l'administration à Conakry. J'y suis restée de l'âge de 11 ans jusqu'à mes 17 ans. Mais pour ne pas peser sur la famille de mon ami et aussi envoyer un peu de sous à ma famille, je faisais divers travaux. Dès que je rentrais de l'école, comme ramasser de la ferraille, faire moto ou voiture-taxi. Au pays, personne ne s'inquiète de savoir si tu as le permis ou pas. Avec mon ami,
On parlait depuis longtemps de partir en Europe pour avoir une situation qui nous permette d'améliorer la vie de nos familles. Alors, on a économisé jusqu'à ce qu'on ait assez d'argent. Moi, il m'a manqué et c'est un autre ami qui me l'a prêté. En Libye, il faut toujours se cacher parce que nous, les Noirs, on leur sert de marchandises à vendre, pas aux policiers, mais aux miliciens. Il y a plein de prisons privées. Le comble, c'est qu'elles sont tenues par nos frères, des Ghanéens, des Nigérians et des Gambiens. Là-bas, ils sont tous armés, même les petits-enfants. Il y a aussi ce qu'on appelle les tchats. Ce sont des lieux de rassemblement d'hommes qui cherchent du travail, où les patrons viennent chercher de la main-d'œuvre. Du coup, ce sont aussi des lieux pièges où il est facile de nous attraper. En principe, les patrons ne nous tuent pas, mais la plupart du temps, tu travailles et tu n'es pas payé. Puis il y a aussi les connexions house, où ce sont les filles qui sont kidnappées et prostituées. Quand on arrive à Sabha, il y a un entrepôt, on l'appelle le garage. C'est là qu'on est parqué. Je les ai vues, les filles qu'ils amenaient. Elles hurlaient. On ne les revoyait jamais. Une autre fois, j'ai vu 3 hommes et une femme enceinte battus à mort. Après Sabha, il y a eu Beni Walid. Je suis restée enfermée dans cette prison 7 jours. On avait à manger tous les 4 jours à peu près. Je croyais avoir vu le pire à Sabha, mais non. Pour arriver à Tripoli, on a été entassés dans un conteneur et on a voyagé pendant 8 heures sans s'arrêter. On était comme de la marchandise. Moi, j'ai eu de la chance. Je me suis juste évanouie. Des femmes et des petits-enfants sont morts. Mon voyage a duré 10 semaines, dont 1 mois dans une prison. Je ne pensais pas que des êtres humains pouvaient faire subir autant d'horreur à d'autres êtres humains. C'est pour ça que je ne peux pas dormir. Je revois tellement de choses dans ma tête. J'entends tellement de cris. J'en reviens pas de tout ça. Alors, quand vous prenez soin de moi comme ça, déjà que je n'avais pas l'habitude avant, mais là... Merci Edith. Merci Josiane, également du groupe 7 Bassin de Thau, va prendre la parole pour Abi, qui est une femme nigériane, et qui va nous dire ce que subissent les femmes. La traversée du Niger s'est faite sans problème. Par contre, tout a basculé en Libye. Quelques heures après avoir passé la frontière, en plein désert, le chauffeur a été arrêté par des Asma Boys et a été abattu sur place. La tante et moi, on avait très peur. On a crié. Un des hommes nous a donné des coups de poing et des coups de pied. 2 autres nous ont prises. Quand ils ont fini, ils nous ont mises dans le 4x4. On a roulé jusqu'à une ville. Et là, ils nous ont vendues au propriétaire d'une maison de passe. On a été séparés. Je ne voulais pas me prostituer. Alors il m'a emmenée avec lui au dernier étage. Il s'est déshabillé. Comme j'ai refusé de coucher avec lui, il m'a poussée par terre et il m'a battue avec sa ceinture, puis il m'a bourré de coups de pied partout. Il a sorti un couteau et il m'a tailladée. Après, je suis restée là plusieurs jours, mais je ne sais pas combien de temps exactement. Je sais qu'il partait et qu'il revenait. J'entendais la porte, je ne sentais plus rien.
Il est venu avec d'autres hommes. Je crois que je me suis évanouie. Je ne sais pas combien de temps tout ça a duré. Quand je me suis réveillée pendant quelques secondes, je ne savais pas si j'étais morte ou vivante. Et puis la douleur est arrivée d'un seul coup. Elle m'a déchiré le ventre et là j'ai compris que j'étais en enfer. J'ai pleuré. J'aurais tellement voulu rentrer chez moi, revoir ma mère. Mais en même temps, j'ai su à ce moment-là qu'il n'y avait aucun retour possible. Si ma famille au pays apprend ce qui m'est arrivé, ce serait une honte pour elle. Du coup, je ne pourrai jamais plus rentrer chez moi. Merci Viviane. Merci Josiane, pardon. Maintenant c'est Viviane qui est également du groupe 7 Bassin de Thau et qui va prendre la parole pour Youssouf. Youssouf est également un enfant, un adolescent, 17 ans. Il est gambien, fils de fermier. Il voulait étudier, faire des études scientifiques et ses moyens, les moyens de sa famille ne le permettaient pas. Alors il est parti pour l'Europe avec l'espoir de décrocher une bourse et de la rembourser après. Le chemin de Youssouf est passé par la Méditerranée et par l'Aquarius. J'ai toujours essayé de croire en la vie. Je suis croyant. C'est ce qui m'a porté dans les moments de doute où je n'avais plus envie de continuer. J'en ai tant vu et subi au cours de ce voyage des choses que je n'aurais jamais imaginées avant. Où que vous soyez en Libye, vous n'êtes jamais en sécurité. Il peut vous arriver n'importe quoi, sans raison, n'importe quand. Ils ont amené des femmes. Il y avait des filles qui étaient même plus jeunes que moi. Ils les ont violées devant nous et il fallait qu'on regarde. Il y avait leur père ou leur frère. Ceux qui bougeaient, qui voulaient empêcher ça, étaient tués sur place. Ils m'ont tiré du groupe avec un autre de mon âge et ils ont voulu qu'on viole une femme. J'ai refusé. Je préférais mourir plutôt que de faire ça. Alors, ils m'ont balancé un coup dans la tête, je suis tombée. Ils m'ont battue à coups de pied et de barres de fer. Je ne sais pas pourquoi ils ne m'ont pas tuée. Il y en a à qui ils ont mis une arme sur la tempe s'ils ne le faisaient pas. Alors, difficile de sortir comme ça de ces témoignages. Ces témoignages, ces récits, ce sont ceux que recueillit Marie et qui sont dans cet ouvrage SOS Méditerranée, les naufragés de l'enfer. C'est la parole directe, froide, abrupte, violente, et cette parole qu'il faut assumer, qu'il faut écouter, qu'il faut entendre, pour que tous ensemble nous refusions l'inacceptable, que cette route des migrations à travers la Méditerranée, à travers la Libye, cesse d'être la route du désespoir. Et pour terminer, pour conclure cette prise de parole, et on remercie vraiment le Festival Arabesque de nous laisser tout ce temps, je passe le micro à Erwan Flezou, qui est donc coordinateur des opérations maritimes de SOS Méditerranée. Merci Jean-Pierre. Bien, voilà, donc je pense que Jean-Pierre a tout dit. Je pense que la force des témoignages montre bien quel est le besoin d'humaniser en fait cette crise humanitaire qui dure, hein, puisque près de 50 000 morts depuis une quinzaine d'années sur cette route entre la Libye et la Sicile. Et il y a donc besoin de faire connaître la réalité de ces migrations, de faire connaître ces visages, de mettre des noms derrière ces visages et des histoires derrière les noms. Et il y a besoin donc de continuer à témoigner, de faire connaître donc cette réalité pour faire changer aussi les politiques qui sont menées par les États, par l'Union européenne,
qui finalement n'acceptent pas de voir cette réalité en face. La réalité, c'est que actuellement, il y a un enfer sur Terre, ça s'appelle la Libye. C'est un pays qui est dans un chaos total, qui est en proie à la violence la plus terrible. 30% des revenus de la Libye actuellement sont tirés de la traite des êtres humains. Il y a des marchés aux esclaves et des viols, des tortures, des meurtres, des rackets. Et la dernière étape, finalement, pour ceux qui arrivent à en sortir, eh bien, c'est la mer. Et en mer, c'est le sauvetage ou la mort. Voilà. Donc, SOS Méditerranée, c'est un groupe de citoyens européens qui appellent à prendre conscience de cette réalité. Et vous pouvez, chacun d'entre vous, si vous êtes touché par ces témoignages, un peu vous en faire le porte-parole pour que nous puissions regarder en face et nous regarder en face en tant qu'Européens, que nous puissions être à la hauteur des valeurs humanistes qui ont fait l'Europe, pour qu'au moins on ne laisse pas ces gens mourir. Voilà, je vous remercie. Vous pouvez vous procurer le livre de Marie sur le stand SOS Méditerranée qui se trouve au bout de la Médina. Merci beaucoup, merci pour votre écoute. Merci. Merci Marie, merci beaucoup Marie pour ce travail. Merci.